Le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, cette longue audition du conducteur qui a provoqué la mort de 6 personnes à Strépy-Bracny. La juge d'instruction a décidé d'inculper Paolo F. pour homicide involontaire, coups et blessures involontaires. Qualification provisoire que nous décrypterons avec notre invité, avocate pénaliste. On fera le point sur l'enquête aussi avec Martin Collier. La prison pour le conducteur et la douleur pour les familles endeuillées, pour le village entier même, car à Strépy-Bracny, tout le monde se connaît. Une cellule psychologique a été mise en place pour aider les habitants. 22 mars 2016, il y a 6 ans, plusieurs bombes explosaient à Bruxelles. 32 personnes ont perdu la vie ce jour-là. Un hommage leur a été rendu ce matin. On en parle avec David Bréchard. Yvan Colonna est décédé. L'indépendantiste corse était dans le coma depuis une violente agression en prison, ce qui avait d'ailleurs ravivé les tensions sur l'île de Beauté. Une nomination controversée, l'Antwerp a choisi son nouveau directeur sportif, un homme viré il y a quelques semaines de l'Ajax Amsterdam car il envoyait des messages déplacés à des collègues féminines. Bonjour à tous, merci de vous informer avec la RTBF. À la une donc, ces inculpations qui sont tombées après le terrible drame de Strépy-Bracny. Le conducteur est poursuivi pour homicide involontaire, coups et blessures involontaires dans le contexte d'un accident de voiture. Il a été placé sous mandat d'arrêt. Le passager est quant à lui libéré. Il est inculpé de non-assistance à personne en danger. Les explications tout de suite de Martin Collier, Pierre Rosier et Denis Silva Ipoveda. L'audition a eu lieu hier soir tard dans la nuit. Ce matin, on apprend que Paolo F., le conducteur de la BMW à l'origine du drame, est inculpé pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires dans le contexte d'un accident de la route. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison. Une question subsistait, le conducteur a-t-il freiné avant de percuter les premières victimes ? Aujourd'hui, le parquet donne des précisions. Premières analyses de vidéosurveillance démontrent qu'effectivement les phares de frein du véhicule sont allumés et donc on peut en conclure que le véhicule a freiné avant l'impact. C'est ce qui explique la qualification d'homicide involontaire ? À l'heure actuelle, oui. L'homme reconnaît qu'il roulait à 90 km/h dans cette rue, pourtant limitée à 50 km/h. Pour son avocat, il aurait été surpris par la présence du groupe de Gilles. Il veut déposer son ami sur une route qu'il connaît par cœur, qu'il prend tous les jours et toutes les nuits, et il est distrait parce qu'il discute et il parle avec le convoyeur, et puis au dernier moment, il relève la tête, et il est, comme il me dit, face à un mur humain. Et il pile sur les freins. Et malheureusement, évidemment, le choc est totalement inévitable. Il reconnaît aussi avoir été à vitesse excessive. Une version qui s'oppose à celle du passager de la voiture, Antonino F., surnommé Nino. Il dit complètement le contraire. Il dit peut-être il m'a parlé, mais moi je dormais, j'entendais absolument rien parce que j'étais fatigué. Les 2 hommes ont été contrôlés positifs à l'alcool. Pour le conducteur, il s'agit d'un taux d'alcoolémie qualifié de léger. La vitesse excessive semble donc être la cause principale du drame. Sur les réseaux sociaux, le conducteur du véhicule se présente comme un adepte de la vitesse. Ce matin, le parquet précise encore que le groupe de Gilles avait bien l'autorisation de circuler sur la voie publique. C'est des autorisations qu'on accorde depuis des lustres. Le carnaval n'est pas quelque chose de neuf, ça se fait depuis des années et normalement sans problème. Voilà, et ils l'ont obtenu et puis ils marchaient conformément au code de la route du côté droit de la chaussée. Et puis le drame est arrivé, mais il faut bien penser que le drame il est dû avant tout à une vitesse excessive du conducteur qui doit pouvoir garder la maîtrise de son véhicule. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et il reste encore plusieurs zones d'ombre à éclaircir. Oui, effectivement, Martin Collier, plusieurs expertises sont toujours en cours. Les résultats seront évidemment très importants pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Ben oui, tout à fait, Véronique. Faut-il le préciser, l'enquête est toujours en cours. Plusieurs devoirs d'enquête doivent encore être réalisés. Et parmi eux, il y a l'analyse du véhicule. Alors, c'est une analyse qui est très attendue par les enquêteurs parce qu'elle permettra de comprendre ce qu'il s'est passé dans les minutes qui ont précédé le drame, dans les minutes qui ont suivi également aussi. On a appris ce matin que le conducteur avait bien freiné avant de percuter les premières victimes. Mais le véhicule était-il, par exemple, équipé d'un système automatique de
freinage a-t-il fonctionné ou non? L'analyse du véhicule devrait permettre d'y voir plus clair aussi, bien sûr, sur l'attitude du conducteur. À cela, il faut ajouter, bien sûr, l'analyse des images de vidéosurveillance présentes sur le parcours. Cela permettra de comprendre peut-être pourquoi le véhicule s'est arrêté plusieurs centaines de mètres après le premier d'impact, si je puis m'exprimer ainsi. On sait que le conducteur a tourné à droite puis à gauche. Comment expliquer cette attitude? Peut-être que les caméras de vidéosurveillance permettront d'y voir plus clair. À cela, il faudra encore ajouter les analyses médico-légales, les analyses toxicologiques pour la présence de drogue éventuellement, et bien sûr les nombreux témoignages. À ce propos, le parquet nous indique qu'une ligne verte va être ouverte pour que des témoins potentiels puissent se déclarer. Nous n'avons pas encore le numéro de téléphone à vous communiquer à ce stade, mais nous ne manquons pas de le faire dans nos prochaines éditions. Oui, effectivement, on le fera dans nos prochaines éditions ainsi que sur notre site internet. Merci beaucoup, Martin Collier. Et puis, un lâcher de ballon est prévu cet après-midi à Strépy-Bracny, une façon pour les habitants de rendre hommage aux victimes et de se retrouver ensemble. La peine reste immense dans l'entité, l'incompréhension et la colère aussi. Reportage à la Louvière de Pierre Bucremer, Cosimo Franze et David Creuset. La colère, la tristesse, l'incompréhension, le dégoût, le drame de Strépy-Bracny ne laisse personne insensible. Pas facile dans ce contexte de savoir comment gérer ses émotions. Ma colère, elle est intérieure. J'essaie de positiver dans le malheur. Parce qu'il faut penser aux victimes aussi. Et aux familles de victimes aussi. Ça ne sert à rien d'exprimer violemment. Il faut penser à eux surtout. Moi, c'est d'abord la tristesse parce qu'il y a des amis à moi et d'abord des proches qui sont morts, que j'ai vus morts devant moi. Après, il y a la tristesse parce qu'il y a toujours des amis à moi qui sont hospitalisés. Et après, c'est la colère. C'est pour ça qu'une cellule d'aide psychosociale a directement été mise en place. Au bout de ce couloir à l'hôtel de ville de la Louvière, tout un chacun peut trouver une oreille attentive dans l'intimité la plus complète. C'est une cellule d'intervenants qui est disponible pour une première écoute où les citoyens peuvent se présenter pour exprimer toute une série d'émotions. Que ce soit de l'émotion de tristesse, mais aussi de la colère. Et donc là, sur place, elles ont la possibilité, donc les personnes, de pouvoir avoir un entretien avec un intervenant spécialisé durant lequel elles peuvent exprimer toutes leurs émotions avec une écoute bienveillante qui ne va pas les juger. Car toutes ces réactions de colère notamment sont normales après un tel événement. Il y a par exemple des personnes qui ont un sentiment de culpabilité par rapport à l'événement. On ne va certainement pas leur dire qu'elles ont tort ou raison d'avoir ce sentiment, mais bien leur exprimer que c'est normal qu'elles ressentent tout un panel d'émotions différentes. Pour Nicolas qui était là lors du drame, qui a tout vu, tout entendu, cette cellule a été d'une grande aide. Franchement, j'y croyais pas à ces cellules-là. Je me disais, ouais, voilà, je sais pas si ça va m'aider parce que je suis un peu renfermé et j'essaye de me contenir tout seul. Mais franchement, aller parler, franchement, c'est intéressant, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Une cellule d'aide pour être écoutée et des événements collectifs pour se recueillir. Un lâcher de ballon est prévu aujourd'hui à 17h dans le centre de Strépy. Nous sommes le 22 mars, les attentats de Bruxelles, c'était il y a 6 ans et personne n'a oublié ce terrible jour. Des commémorations ont eu lieu d'ailleurs ce matin, notamment à Bruxelles Airport, ainsi que devant le mémorial qui est installé à Schuman. 1 minute de silence a été observée. David Brichard, cela reste quand même un moment important, notamment pour les familles des victimes. Eh bien Véronique, je peux vous dire que lors de cette commémoration ce matin au mémorial des attentats ici à Schuman, eh bien il suffisait de regarder les visages des victimes, des familles des victimes, des proches des victimes pour comprendre que la douleur est encore très forte 6 ans après les faits. On a vu des larmes, on a vu des hommes et des femmes se serrer fort dans les bras. On en a vu qui cherchent toujours des réponses par rapport à ce qui s'est passé le 22 mars 2016, des réponses qu'ils auront peut-être lors du procès des attentats de Bruxelles qui débutera après l'été. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Étienne Letellier et Jonathan Romo-Marin. Aline Bastin, Patrice Roux. Derrière chaque nom, chaque prénom, il y a une victime d'attentats terroristes. 6 ans après les attaques qui ont frappé la capitale en plein cœur, l'émotion est toujours aussi forte pour ceux qui ont perdu un proche ou pour les survivants marqués à jamais. Ça fait toujours mal. C'est quelque chose qui est gravé comme ici sur le monument et ça fait toujours mal. On dit qu'on passe, mais les douleurs et les victimes qui sont parties aussi, ça fait mal trop.
Malgré les années, c'est vrai qu'on ressent toujours la douleur qu'on a pu ressentir ce jour-là et les images reviennent très vivement en tête. Donc c'est beaucoup de souvenirs durs et à la fois c'est beaucoup d'émotions aussi de se retrouver avec d'autres victimes avec qui on a pu être ce jour-là. Nous vous demandons de bien vouloir respecter 1 minute de silence. 7h58 ce matin, l'aéroport de Zaventem est plongé dans le silence. Sont présents pour cette commémoration plus de 150 personnes. Tous ici prennent le temps de se retrouver, d'échanger quelques mots. Cette année, le procès des attentats de Bruxelles débutera au mois d'octobre et beaucoup se demandent comment ils vont vivre le moment. J'ai pas encore pris la décision si je vais assister ou pas, si je vais aller sur place et je vais pas prendre cette décision maintenant parce que je vais voir comment je me sens, est-ce que ça va m'apporter quelque chose, est-ce que ça va m'aider dans mon deuil ou est-ce que ça va me faire plus de mal que de bien. C'est important qu'on tente d'établir les faits, de parler d'essayer de dégager la vérité. Ce sont toutes des notions importantes et qui comptent pour la société, bien sûr aussi pour les survivants. 9h11 à Malbeek, 1 minute de silence est aussi observée, mais en comité plus restreint. Le 22 mars 2016, 16 personnes ont perdu la vie dans cette station de métro. 16 autres sont mortes à Zaventem. Pour elles et pour les centaines de blessés, il est important de ne jamais oublier. Dans le reste de l'actualité, il y a évidemment cette guerre en Ukraine qui se poursuit. Témoignage ce midi d'habitants de Mariupol. Ils ont réussi à quitter la ville assiégée. Grand concours entre plusieurs écoles hôtelières du pays. Simon Brém a suivi l'effervescence dans les cuisines ce matin et place maintenant à la dégustation qui est menée par un jury professionnel. Et puis rencontre avec une liégeoise qui n'a pas froid aux yeux. À 92 ans, elle a testé la chute libre dans un simulateur. Se dépasser, oser, tenter, ce sont aussi les mots d'ordre de Mariette, 92 ans. Cette liégeoise a testé la chute libre dans un simulateur et elle bat du coup un record puisqu'elle devient la voltigeuse la plus âgée. Stéphane Savaris et François Boutet de RTC Liège l'ont suivi le jour J. On dit qu'elle ne fait pas son âge. Mariette, 92 ans, tourbillonne avec son instructeur dans l'air propulsé à 155 km/h. Ses compagnons de résidence sont subjugués. Mais qu'est-ce qui lui a appris de tenter l'expérience du simulateur de chute libre à un tel âge ? Pour comprendre, retour quelques minutes plus tôt, la nonagénaire s'équipe dans le vestiaire du Flying Liège et nous confie. Mon mari était parrain, mon fils est parrain et mon compagnon est parrain. Donc j'avais envie de sauter en parachute. Et là, vous venez vous préparer ? Ben, si c'est une préparation. Hein. Vous n'avez pas l'air stressé ? Mais non, c'est pas normal. Hein. Près du cylindre de 15 mètres de haut et de 5,2 mètres de diamètre, Mariette réalise un peu mieux ce qui l'attend, mais ne semble pas déstabilisée. En 7 ans d'existence, le Fly-In n'avait pas encore accueilli une personne si âgée. Son instructeur adapte légèrement l'accompagnement. C'est surtout être attentionné et savoir cibler ce qui va potentiellement se passer, ce qui va nous arriver. C'est plutôt moi qui va m'adapter à ce qu'elle va me proposer et surtout l'aider au maximum à profiter de cette expérience, quoi. Et comme Mariette a l'air décontractée, c'est plutôt bien parti ? Pour moi, c'est plutôt bien parti, ouais. Le simulateur de chute libre est activé. Mariette attend calmement son tour au sein d'un groupe de plusieurs visiteurs. Puis vient le moment de prendre l'air. C'est parti pour 3 séances d'1 minute. Mariette, ça va, vos impressions ? Très bonne. Trop court. Trop court, qu'est-ce que vous avez préféré ? Ah, les deux. La deuxième, c'était bien plus haut. Ouais. Les sensations d'être plus haut ? Formidable. Je recommencerai. Vous recommencerez bientôt ? L'année prochaine. Elles sont à parachute aussi ? Ah ouais, oui. Ouais. Ça en fait des projets. Ben, j'espère les réaliser, quoi. On verra. Et pour les personnes âgées, vous confirmez que ça s'y prête bien ? Écoutez, du moment que votre médecin est d'accord, il n'y a pas de problème. Tout est bon. Peu importe le poids des ans, Mariette a trouvé le moyen pour rester légère et continuer à profiter de la vie. Et c'est avec cette information que nous terminons ce rendez-vous d'information. Belle fin de journée à tous. Votre après-midi se poursuit avec un point météo de Daniela Prepeliuk et puis l'émission Affaires conclues. À demain, 13h.